Bonjour à tous. Je me présente, Marc Potters. Je suis un des directeurs généraux de cette société CFM. Je vais vous présenter aujourd'hui et je vais vous raconter un peu l'histoire de lien entre la physique statistique, l'innovation et la finance et la recherche industrielle. Voilà. De quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de mon entreprise, CFM, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui et comment elle était hier. Ensuite, je vais vous parler un peu du lien entre l'innovation privée, c'est-à-dire la recherche industrielle, et la recherche académique. Pourquoi il y a des liens entre les deux? Pourquoi c'est important de faire de la recherche académique quand on fait de la recherche industrielle? Voilà. Et tout ça, ça va être un peu abstrait. Et donc, j'aime bien les choses concrètes. Je vais vous montrer un exemple. Donc, on a travaillé sur beaucoup de sujets de recherche fondamentaux. Un programme de recherche fondamentale sur lequel on a travaillé, c'est la théorie des matrices aléatoires. Et je vais essayer de vous montrer au travers de cet exemple comment il est bénéfique pour l'entreprise de faire de la recherche fondamentale et vice-versa, comment cette recherche fondamentale faite par l'entreprise peut servir à la communauté scientifique. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que CFM? CFM, ce n'est plus une start-up. On a 26 ans d'âge. En fait, CFM, vraiment, comme je conçois moi, elle a plutôt 22 ans d'âge. C'est-à-dire qu'il existait une société de gestion de portefeuille qui s'appelait CFM, fondée en 91 par un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Aguilar, qui est malheureusement décédé en 2009. Et à partir de 94, des physiciens, Jean-Philippe Bouchot et Didier Sornette, et moi-même, je me suis joint à eux un an plus tard, ont rencontré Jean-Pierre Aguilar et décidé de créer une société de recherche. Et donc tout ça, ça date de près de 94-95. Le fait qu'il y ait vraiment de la recherche en CFM. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est CFM? C'est plus du tout une petite entreprise, c'est vraiment une entreprise de taille intermédiaire. On a 165 employés à travers le monde. La majorité sont basés à Paris. On a des bureaux à Tokyo, à Londres, à New York. On a un chiffre d'affaires d'une taille d'entreprise moyenne et non plus de PME. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait de la gestion quantitative ou de la gestion alternative. Si vous voulez, la gestion classique, c'est typiquement on achète des actions ou des obligations, peut-être avec certains critères, mais le gros de la gestion fonctionne sur le fait que l'économie fonctionne et les actions en général augmentent ou les obligations payent des taux d'intérêt. Et donc la gestion classique est beaucoup basée tout simplement sur la croissance de l'économie. Un gestionnaire classique peut être un peu meilleur qu'un autre s'il choisit des bons titres, mais en général, tout est porté par la croissance de la bourse ou la croissance du marché obligataire. La gestion alternative, c'est une gestion qui se veut différente de celle-là, c'est-à-dire dont les résultats sont, en termes statistiques, décorrélés, c'est-à-dire que la bourse monte ou que la bourse baisse, ça devrait avoir peu d'influence sur les résultats de ces investissements. Donc les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les banques qui ont des sommes à placer sont très demandeurs d'investissements qui ne soient pas liés à la bourse, pas liés au marché obligataire. Et donc c'est là qu'arrive cette industrie. C'est une industrie qui est beaucoup plus compétitive, beaucoup plus difficile, parce qu'en principe, c'est pas possible, selon les théories économiques simples, on ne peut pas prédire les cours de la bourse mieux que le marché lui-même, et donc ça devrait être impossible de choisir de façon précise les actions qui vont monter, les actions qui vont descendre, pour les mettre dans un portefeuille qui lui-même serait décorrélé de la bourse. Donc en principe, c'est pas possible. En pratique, ça marche, mais c'est un milieu très compétitif. Il faut énormément de recherche et de technologie pour arriver à tirer des rendements pour que nos clients puissent faire fructifier leur argent. Voilà. Donc nous, on a un certain succès. On est maintenant autour de 8 milliards de dollars américains sous gestion. Et on a vraiment une approche très scientifique par rapport à la gestion, c'est-à-dire que ce n'est pas des humains qui décident, en lisant des articles de journaux, s'il faut acheter tel titre ou tel autre titre, c'est plutôt des modèles mathématiques qui analysent des sommes colossales de données. C'est vraiment une approche statistique, beaucoup. Donc l'idée, ce n'est pas d'avoir toujours raison, c'est d'avoir raison en moyenne, un peu plus que tort. Et donc, et pour ça, il faut beaucoup de technologie, beaucoup de recherche. Voilà. Donc l'entreprise
Actuellement, elle est dirigée par 5 personnes. Il y a 3 chercheurs, Jean-Philippe Bouchot, donc fondateur, Laurent Laloux qui nous a joint en 97 et moi qui ai joint l'entreprise en 95. Les 2 autres personnes, Philippe Jourdan et Jacques Solière, Philippe Jourdan, c'est plutôt un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui parcourt le monde à la recherche d'investisseurs, parce que nous, notre business model, si vous voulez, c'est des investisseurs, des fonds de pension, des assurances, des banques, des gérants qui gèrent pour d'autres personnes, nous donnent des sommes qui se mesurent typiquement en millions de dollars, c'est-à-dire 5, 10, 100, 500 millions de dollars que les gens nous confient. Et nous, cet argent-là, on le prend et on le fait fructifier. Mais donc, il faut trouver ses clients, il faut avoir leur confiance. Donc, c'est le métier de Philippe Jourdan. Et Jacques Solière, qui est l'autre, qui est le directeur général de la société, lui, son rôle, c'est plutôt de faire tourner la boutique, de s'occuper de toute l'informatique, il y a énormément de problèmes légaux, etc. Donc, beaucoup de réglementations à suivre et évidemment de faire tourner les opérations de l'entreprise. Donc ça, c'est CFM aujourd'hui, donc c'est une grosse boîte. C'est quand même, en termes de gestionnaires alternatifs, on est clairement les plus gros en France. Et en fait, on est les plus gros dans la zone euro. On a quelques concurrents en Suisse, et la majeure partie de nos concurrents, ceux qui sont plus importants que nous, sont plutôt à Londres ou à New York. Mais sur le continent, on est vraiment parmi les entreprises les plus grandes dans ce domaine très pointu de la gestion alternative. Mais comment ça a commencé la recherche chez CFM? Donc, comme je disais, en 1994, Didier Sornette et Jean-Philippe Bouchot ont rencontré Jean-Pierre Guillard. Bon, Didier Sornette n'est pas resté très longtemps, au bout de 3-4 ans, il est parti faire autre chose. Jean-Philippe Bouchot est resté tout ce temps-là. Et quelle était l'idée de Jean-Philippe Bouchot? Jean-Philippe Bouchot, c'est un chercheur en physique statistique, spécialiste des événements extrêmes. Les événements extrêmes, c'est des événements qui sont très rares, mais quand ils arrivent, ils sont très violents. Par exemple, les tremblements de terre. Donc la Terre bouge toujours un tout petit peu et parfois, très très rarement, elle bouge énormément. Donc c'est ce genre de phénomène. Il y a toute une physique statistique qui permet de la comprendre. Et en finance, il y a ce genre d'événements, il y a des cracks boursiers globaux où il y a des entreprises qui annoncent des mauvais résultats, qui bougent soudainement très violemment. Et donc Jean-Philippe Bouchot pensait que les modèles mathématiques employés en finance, qui étaient plutôt des modèles faits par des mathématiciens, étaient beaucoup basés sur des mouvements sans événements extrêmes et qu'il y avait une place pour faire des modèles mathématiques avec des événements extrêmes et que ça devait avoir des conséquences sur plein de domaines de la finance. Et donc, elle a voulu créer cette entreprise qui s'appelait Sciences et Finances pour étudier, pour trouver des applications concrètes et pratiques et donc de faire une entreprise basée sur ces idées-là. Et donc, mais au tout début, on ne savait pas exactement comment créer une entreprise. Enfin, qu'est-ce qu'il fallait faire dans cette entreprise? C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs pistes, et je pense que c'est un point important dans l'innovation, c'est que souvent, quand on a des idées, on a des modèles mathématiques ou des façons de décrire le monde, mais on ne sait pas quelles sont les applications qui fonctionnent, et surtout quelles sont les applications qui vont être rentables, où l'effort qu'on va mettre va être récompensé par des clients qui vont vouloir acheter nos produits. Donc on a essayé plusieurs idées. La première, c'était de standardiser ce qu'on voulait faire dans du progiciel, donc des logiciels qu'on vendait typiquement à des banques. Donc il y avait déjà à l'époque une société qui s'appelait ATSM, qui s'est ensuite renommée Ubitrade, qui était une société aussi de Jean-Pierre Aguilar, qui faisaient du logiciel pour des banques. Leur spécialité, c'était des logiciels de comptabilité pour qu'on appelle les back-office. C'est des choses assez très simples, très carrées, mais c'est des logiciels très importants pour les banques. Nous, on a voulu utiliser cette société-là pour faire des logiciels très innovants, d'avoir de nouvelles façons de calculer du risque. Et en fait, on peut dire que c'était finalement un échec de faire ça, parce que, en fait, les gens qui achetaient du logiciel, c'était plutôt pour résoudre des problèmes concrets et qui voulaient plutôt ils voulaient plutôt des solutions standardisées. Ils ne voulaient pas
C'était assez difficile de faire acheter finalement de l'innovation dans du logiciel. Le logiciel est quelque chose où plutôt les gens veulent des choses très standards. Ils sont prêts à la rigueur à avoir des idées nouvelles, mais si elles ont été publiées dans des articles et que deviennent des standards du marché. Donc, si on n'a pas le standard du marché, alors que justement tout le contraire, toute l'innovation, toute l'idée de l'innovation, c'est qu'au début on n'est pas le standard du marché. On essaie de faire mieux que ce qui se fait, et c'est un risque que les gens ne veulent pas prendre. Et donc, c'est une piste. Bon, il y a des gens qui réussissent à faire des logiciels innovants, mais on trouvait que cette piste, c'était très difficile. Un problème aussi tout bête, c'était simplement un problème d'effort marketing. C'est-à-dire que dans ce milieu, par exemple, quand on vend du logiciel pour des banques, on appelle plein de clients potentiels, et les gens veulent jamais nous voir, ils veulent jamais nous recevoir, sauf de temps en temps. Et si un patron d'une salle de marché dans une banque veut vous recevoir pour vendre un logiciel, c'est qu'il a un vrai besoin. C'est qu'il a vraiment besoin de ce logiciel, et il vous reçoit, et là, on a peut-être une chance sur deux de faire la vente. Quand on arrive avec des choses totalement innovantes, totalement nouvelles, les gens disent « Ah, c'est curieux, oui, je vais bien vous recevoir ». Et donc, nous, en fait, quand on vendait nos idées standards, nos idées innovantes, on avait énormément de rendez-vous partout en Europe. Les gens étaient toujours prêts à nous recevoir, mais ils n'achetaient jamais. Et ce qui coûte très, très cher en effort marketing, et pas très efficace pour la rentabilité de la boîte. Donc une autre chose qu'on a faite, qui a un peu mieux marché, c'est l'innovation sous contrat, c'est-à-dire qu'on fait du consulting, on avait des chercheurs qui travaillaient temporairement pour quelques semaines, pour quelques mois, pour quelques années, avec des problèmes concrets dans les banques. Et ça marchait assez bien, c'est un business honorable, on aurait pu continuer à faire ça. Mais il n'y a pas énormément d'effet de levier, c'est-à-dire que si on que les contrats de consulting sont plutôt en adéquation avec le nombre de chercheurs qu'on met en face. Donc, si on veut doubler le chiffre d'affaires, il faut avoir 2 fois plus de chercheurs. Il n'y a pas d'effet boule de neige qu'on peut avoir. Et donc, on aurait pu effectivement continuer comme ça. Et le grand risque, évidemment, c'est quand le projet s'arrête, hop, on peut avoir 3-4 chercheurs qui n'ont pas de contrat. Nous, ça s'est assez bien passé. On a eu un contrat assez important à Chicago qui a duré plusieurs années. Et finalement, on a finalement décidé d'arrêter à cause de la 3e étape qui, elle, quand ça s'est mis à fonctionner, était beaucoup plus excitante et rentable. C'est de prendre notre innovation et d'utiliser nous-mêmes et de vendre un produit fini. Donc, c'est assez différent si vous voulez, quand on met de l'innovation dans un logiciel, c'est à l'utilisateur d'utiliser ce logiciel et de tirer les fruits de l'innovation. Nous, ce qu'on a finalement fait faire, c'est nous-mêmes qui gérons l'innovation, qui gérons la nouveauté, et pour le client final, c'est beaucoup plus simple. Il nous confie des sommes et on les fait fructifier, et s'il n'est pas content, il s'en va, s'il est content, il reste. Mais il n'a pas à rentrer dans les détails de notre recherche, et finalement, pour faire de la recherche qui est compliquée et difficile à expliquer, c'est une technique qui marche beaucoup mieux. Et en plus, là, il y a un effet de levier, c'est-à-dire que si ça fonctionne bien, on peut faire x10 dans les actifs sous gestion, ou encore une fois, même faire x100, c'est-à-dire qu'il y a une taille critique au moment où on ne peut plus dépasser, et là on y est à peu près, c'est-à-dire autour de 5 milliards de dollars sous gestion, on n'arrive pas à gérer beaucoup plus que ça, mais entre gérer 5 millions, 50 millions, 500 millions ou 5 milliards, il n'y a pas énormément il ne faut pas multiplier la taille de l'entreprise par 10, et donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir une entreprise qui fonctionne bien et qui est rentable. C'est grâce à cet effet de levier de la gestion. Voilà. Donc ça, c'est à peu près comment on a démarré CFM. Donc tout ce que je vous ai raconté, c'était à peu près les années 90, c'est-à-dire de 95 à 2000. Vers l'année 2000, le contrat avec la banque à Chicago s'est arrêté parce que justement, il se dirigeait aussi vers de la gestion. Et finalement, on a fusionné l'entreprise de recherche et l'entreprise de gestion. Et on n'a plus qu'une seule entreprise depuis 2000. Et cette entreprise, CFM, c'est elle qui ne fait plus que ça maintenant. Donc, ça fait maintenant 17 ans qu'on ne fait plus que de la gestion de portefeuille pour compte de tiers, avec énormément de recherche. Voilà. Donc, j'ai pas mentionné tout à l'heure sur le transparent, on a une quarantaine de chercheurs, ce qui est quand même beaucoup pour une entreprise, mais c'est même comparable des labos de recherche, des grands labos de recherche parisiens. Surtout, on a 40 chercheurs qui sont pratiquement tous des physiciens statisticiens. Il y a très peu d'endroits où il y a 40 physiciens statisticiens au même endroit.
Donc, je parlais un peu maintenant de lien entre la recherche académique et la recherche industrielle, qui est, je crois, une des caractéristiques de notre entreprise qui la rend un peu différente, pas certainement différente de beaucoup de nos concurrents qui sont, comme je disais, à Londres ou à New York. Donc, pourquoi fait-on de la recherche académique? La raison principale, c'est parce que les fondateurs de l'entreprise et les gens qu'on a embauchés derrière sont des passionnés de recherche académique, et qu'on croit beaucoup à la passion. On croit que pour réussir dans la vie, il faut aimer ce qu'on fait. Et donc, si on aime aussi la recherche industrielle, on aime résoudre des problèmes concrets, mais on aime aussi penser de façon abstraite. Ce serait, par exemple, quelqu'un comme Jean-Philippe Bouchot, si on lui interdisait complètement de faire de la recherche académique, il serait extrêmement malheureux et il finirait par quitter l'entreprise et retourner dans le monde académique. Même si, dans le monde académique, il serait malheureux parce qu'il aime aussi les applications. Donc, on a des gens comme moi-même et Jean-Philippe Bouchot qui aiment faire les deux, et c'est très important d'avoir cette passion dans son travail. Mais les raisons plus concrètes, si vous voulez, c'est que la recherche académique, pour nous, ça ouvre l'esprit, ça ouvre les horizons. C'est-à-dire que dans la recherche industrielle, donc nous, on fait de la gestion en finance, on essaie de trouver des façons de prédire les marchés de façon plus efficace, mais posé comme tel, ce problème de moi, ça fait 22 ans que je fais ce métier. Si tous les matins, je vais au bureau et je me dis comment je fais pour mieux prédire les marchés, je peux assez vite arriver à court d'idées. Alors que si je me pose des questions plus fondamentales, des questions de type comment fonctionnent les marchés, pourquoi quand j'achète les prix montent, ce genre de questions qui sont plus difficiles et plus vastes, sont source de plein d'idées et permettent justement quand on travaille ces idées, si on est quand même rigoureux et qu'on fait, du bon travail et qu'on garde l'esprit ouvert parce qu'on est quand même, le but c'est quand même de faire de la recherche industrielle. Donc, si on se pose des questions vastes, en creusant, en publiant des articles sur ces sujets, en essayant d'expliquer bien ce qu'on comprend, et en expliquant bien ce qu'on comprend, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas bien. C'est ça que j'appelle la rigueur de la publication, c'est-à-dire le fait que quand on doit publier quelque chose, on doit vraiment écrire nos arguments, on doit pas... Il y a une grande différence entre avoir en tête, oui, j'ai l'impression de comprendre que ça va à peu près, quand je fais ceci, ça va avoir à peu près cette conséquence. Quand je dois le mettre sur papier et le soumettre à un article, à une revue où il y a un comité de lecture, et je sais qu'ils vont être exigeants et qu'ils vont me demander, ils ne laisseront pas passer un article avec des arguments flou, donc je dois écrire mes arguments précisément, et au moment où j'écris mes arguments précisément, je dis ah ben oui, tiens, justement, là j'arrive pas à l'expliquer parce qu'en fait j'ai pas vraiment compris, je dois faire une étude de plus, analyser les données sous un autre angle, et en faisant ça, ben parfois dire ah tiens, en analysant les données, j'avais pas vu cet effet-là, et parfois c'est un effet général qu'on peut publier dans le monde académique, et parfois c'est un effet très particulier qui n'est pas connu et qui peut, nous, avoir des impacts sur notre recherche industrielle. Et c'est comme ça qu'on récolte beaucoup d'idées en travaillant de façon assez rigoureusement sur des problèmes plus abstraits. Et finalement, c'est assez utile parce que le fait de publier des articles, d'aller dans des conférences, nous fait connaître et nous permet de donner une certaine réputation internationale qui attire des clients, et surtout au niveau du recrutement. Donc je pense qu'on est assez connu dans le monde de la physique statistique, et les physiciens qui s'intéressent à la finance. Donc on a écrit un livre avec Jean-Philippe Bouchot, beaucoup ont lu ce livre, et ça nous apporte beaucoup de candidats d'excellent niveau pour le recrutement. Donc, mais la question, donc nous, c'est utile pour nous de faire de la recherche académique, mais est-ce que cette recherche académique, est-ce qu'elle est utile? Comment nous, on fait quand même, la majorité de notre temps, on passe à faire des problèmes concrets industriels qui servent à gérer l'argent de nos clients. Comment, en étant un peu à temps partiel sur la recherche académique, on peut contribuer alors qu'il y a des chercheurs universitaires de très haut niveau dans des grandes universités qui publient dans ce domaine? Est-ce que nos publications, finalement, ont un intérêt pour ces gens-là? Et la réponse, c'est oui. Bon, parce que nos articles sont cités et on est invité à des conférences, et clairement, le monde académique aime ce que l'on fait. Mais pourquoi ils aiment ce que l'on fait? Pourquoi on arrive à
à être au niveau international sur ces sujets-là, je pense que c'est parce qu'on arrive à avoir une très bonne intuition. C'est-à-dire que, surtout quand on arrive dans les domaines mathématiques, moi je ne suis pas mathématicien, j'ai un peu de mal à comprendre comment un mathématicien pur peut avoir de l'intuition en travaillant toujours sur des problèmes abstraits. Nous, on travaille sur des problèmes concrets, et ces problèmes concrets nous donnent, quand on les regarde, on peut en abstraire un problème abstrait, et comme ce problème abstrait vient d'un problème concret, on a une assez bonne intuition sur pourquoi ce problème abstrait est difficile, quels sont les types de solutions qu'on peut obtenir, et je crois que c'est là où, même si on est moins fort en mathématiques abstraites que des grands mathématiciens qui travaillent dans des universités, on a quand même des bonnes intuitions, parce que c'est des problèmes qui nous intéressent viennent du concret, et que c'est cette intuition-là qui permet à nous parfois de trouver des solutions que des mathématiciens n'ont pas pensé, et donc on arrive à contribuer à cette recherche. Voilà. Donc, comment on fait cette recherche fondamentale chez CFM? Donc, comme je disais, donc on en fait une partie de nos chercheurs. Donc, on a des chercheurs qui sont les employés, dont le métier principal, c'est de trouver des stratégies de gestion de portefeuille, mais qui font de la recherche fondamentale, et donc qui publient, qui vont dans les conférences. Et en plus, on embauche des gens, donc des employés spéciaux qu'on appelle des postdocs, la même terminologie que dans le monde académique, c'est pas un hasard. Donc ces employés postdocs, eux, ils sont plutôt en début de carrière, et leur métier chez nous, c'est de faire de la recherche académique pure. Ils n'ont pas accès au secret industriel, ils ont accès qu'à la recherche publique, et leur but, on mesure la qualité de leur travail par leur publication, et c'est assez bizarre. D'ailleurs, le Code du travail est assez mal fait pour ça. Je crois que les CNRS et tout ça ont des dérogations, mais le Code du travail n'est pas adapté à ce concept de postdoc. Donc, on est obligé de les embaucher en CDD, mais c'est pas des. Et d'ailleurs, nous, on ne peut offrir que des postdocs de 12 mois, alors que la plupart des chercheurs préféraient des postdocs de 2 ans, mais c'est juste pas possible parce qu'on, comme on est une entreprise, ce serait un CDD de 2 ans, un CDD de 2 ans, c'est illégal, et donc il y a quand même un petit peu des choses qui c'est pas facile de faire, mais pour le reste, disons quand même que, comme disait Didier Roux tout à l'heure, la France est quand même un assez bon environnement pour faire de la recherche. Effectivement, il y a le crédit d'impôt de recherche. Je mentionnais en 94, quand on avait créé ces logiciels innovants, on avait eu des subventions de l'ANVAR qui nous avaient quand même bien aidé à démarrer. Et effectivement, il y a un bassin de gens de très haut niveau, des gens formés en France ou des gens, des Européens formés ailleurs, qui n'ont pas envie de vivre. Nous, en fait, notre créneau, c'est plutôt les Européens qui ont voyagé, qui ont été formés dans divers pays et qui ne veulent pas vivre à Londres, ni veulent pas vivre à New York, qui veulent vivre en Europe continentale. Et donc, Paris est une ville vraiment très agréable à vivre pour beaucoup de gens. Et donc, c'est un peu notre bassin de recrutement. Donc, on a l'avantage d'être différent de Londres et New York, ce qui fait qu'il y a quand même un bassin surtout des Italiens, des Allemands, qui sont de très haut niveau, et bien sûr des Français. On a quand même 50% de nos chercheurs qui sont français, qui sont de haut niveau, et on arrive à les recruter. Voilà. Donc, pour revenir sur le type de recherche qu'on fait, aussi on a des thésards, c'est-à-dire que nos chercheurs les plus seniors ont le niveau pour encadrer des thésards. Typiquement, c'est des co-encadrements. On n'est pas une université, on ne donne pas de diplôme, mais on a des liens avec les universités, Paris Sud, Pierre et Marie Curie, l'école normale, et donc on a suffisamment de contacts académiques pour trouver des co-encadrants, pour faire des thèses appliquées. Et les stagiaires, en fait, c'est plutôt des stages de master. Donc ça, on en a une dizaine chaque année de gens qui viennent passer 3 à 6 mois faire de la recherche. Et parfois, justement, les stagiaires deviennent thésards, parfois les postdocs deviennent employés, mais pas toujours, justement. C'est bien aussi d'essaimer et que tous ces gens partent ailleurs ensuite. Et finalement, la dernière chose, c'est qu'on fait des liens avec le monde académique plus direct.
c'est-à-dire qu'on a un institut de recherche joint avec Imperial College. C'est un tout petit institut. Il y a typiquement 2 postdocs, un professeur invité, 1 ou 2 thésards. Mais ça suffit pour créer des liens forts avec Imperial College. Ben, le directeur des maths financières à Imperial College, c'est un ancien étudiant de Jean-Philippe Bouchot, et donc ça aide aussi à créer des liens. Et puis, on fait du mécénat, on a créé une fondation, parce que, je vous donne l'exemple, par exemple, moi je viens du Canada, et au Canada, l'industrie forestière est très importante, et on a vite réalisé que l'industrie forestière, elle coupe des arbres, ben, pour qu'ils aient des arbres dans 10 ans pour couper à nouveau, il faut en replanter, et donc c'est un peu l'idée. Nous, on draine quand même beaucoup de bons chercheurs hors du monde académique. En général, c'est des gens qui... Il y a très peu de postes dans le monde académique et de moins en moins. Nous, en fait, on est presque content qu'il y a peu de postes dans le monde académique parce que c'est un bassin de recrutement, mais on trouve quand même ça dommage que la recherche académique publique ait un peu de mal. Et donc, on essaie justement d'encourager la recherche académique publique via le mécénat, soit par des bourses de thèse. Il y en a de moins en moins de bourses de thèse données par le gouvernement, donc on pense que c'est important de valoriser la thèse. On pense vraiment que la thèse, c'est un diplôme important. C'est une chose aussi qui a changé en France, je dirais, depuis 25 ans, mais clairement, il y a 25 ans, avec les écoles d'ingénieurs qui sont très puissantes et très prestigieuses, beaucoup de très bons éléments en France faisaient ces écoles d'ingénieurs et ensuite allaient directement dans l'industrie. Et nous, on pense que passer 3 à 5 ans sur des problèmes très difficiles, des problèmes de long terme, qui ne sont pas que répondre à des questions d'examen, mais poser une question et y répondre tout seul, c'est une formation qui est très importante, qui donne beaucoup d'humilité, et que c'est très utile en recherche d'avoir de l'humilité, c'est-à-dire d'être passé par une... En fait, la thèse, c'est quelque chose de vraiment très très dur. On est confronté à des problèmes qui n'ont pas de solution nécessairement, et on doit trouver ces solutions, on doit trouver des problèmes et trouver des solutions. Et c'est un passage qui est très difficile dans la vie d'un chercheur, cette thèse, et on croit que c'est extrêmement formateur, et que pour moi, un chercheur qui n'a pas de thèse, on doit lui apprendre justement cette difficulté à chercher, et donc, voilà. Donc on est très fan de la thèse, qui était un diplôme qui était très peu valorisé en France il y a une vingtaine d'années. C'est mieux maintenant, je pense qu'elle est débouchée pour les thésards, mais on pense qu'il n'y en a pas assez, que ce n'est pas assez valorisé. Et donc, par le mécénat, par le fait d'encourager des bons éléments à faire des thèses en étant financés, on pense qu'on reboise, on repeuple le milieu des chercheurs français. Et évidemment, ces thèses les thèses qu'on finance n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Et c'est pas du tout. On a jamais, pour l'instant, ça fait peut-être presque 10 ans maintenant qu'on fait ça. On n'a jamais recruté de gens qu'on a financés. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais c'est pas le but. Le but, c'est qu'il y ait des bons chercheurs dans le tissu académique français. Voilà. Et finalement, le dernier acte de mécénat qu'on a fait, c'est avec l'école normale. Ils ont créé une chaire sur les sciences de données, le big data, qui est financé par cette fondation CFM. Voilà. Donc la recherche fondamentale en finance statistique, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner des exemples assez brièvement. Donc, voilà. Donc, je vais vous donner 3 types de recherches qui sont des recherches long terme sur plus de 10 ans, les grands thèmes. Le thème qui était plutôt le thème qu'on a un peu moins maintenant, mais qui était très important au début, dans les années 90, c'était statistique descriptive, de décrire ce qui se passe dans les marchés financiers, de montrer que les modèles mathématiques traditionnels qui étaient basés sur des lois gaussiennes, des lois normales, dans lesquelles il y a peu d'événements extrêmes, étaient fausses, et pas juste qu'elles étaient fausses, ça on le savait depuis les années 60 par les travaux de Mandelbrot, mais comment le décrire justement des choses non gaussiennes. Et là par exemple c'est un graphique tiré de notre livre où on montre que la théorie gaussienne elle donne des probabilités très très faibles. Un événement
là, ça mesure en écart type, un événement à 4 écarts types devrait avoir une probabilité de 10 à la moins 5, alors qu'en réalité, il a une probabilité plutôt de 10 à la moins 3. Donc, la théorie gaussienne, ici, elle se trouve d'un facteur 100 entre la fréquence de certains événements. Et là, c'est juste des exemples de comment on peut décrire ces courbes-là sans utiliser une théorie gaussienne. Un autre exemple de recherche assez importante, c'est la recherche sur les coûts de transaction et sur l'impact. Le phénomène de l'impact, c'est assez simple à décrire, c'est le fait que quand je veux acheter un actif financier, en fait, le fait de l'acheter fait monter les prix. Le mécanisme est assez simple, et ce mécanisme dépend de la quantité. Si je veux acheter une toute petite quantité, je peux payer essentiellement le prix actuel qui est coté dans le marché, mais si je veux acheter une quantité plus grande, ou encore plus grande, ou encore plus grande, plus la quantité que je veux acheter, plus je dois convaincre des vendeurs de me vendre, parce que je peux acheter ce qui est disponible, mais ensuite ce que j'ai acheté n'est plus disponible, et donc je dois trouver une quantité supplémentaire, et typiquement cette quantité supplémentaire, elle va arriver par des vendeurs qui disent « Ah tiens, le prix est en train de monter, c'est le bon moment de vendre ». Et donc, c'est évidemment un phénomène statistique. Quand on achète, le prix monte très très légèrement parmi des énormes fluctuations. Donc, les ordres de grandeur, si vous voulez, une action à la bourse, ça peut bouger de quelques pourcents par jour, disons 2-3% par jour, c'est les fluctuations normales de mouvement d'un prix. Le fait d'acheter peut le faire monter, une quantité assez importante, peut faire monter le prix de 0,1%. Donc évidemment, sur une journée, donc par exemple, j'achète pour 1 million d'euros d'actions totales, le cours d'action totale peut avoir bougé de 2-3% dans la journée, et sur ces 2-3%, il y a peut-être 0,1% qui est dû au fait que j'ai acheté. C'est impossible à voir, évidemment, 0,1% parmi des mouvements de 2-3% sur un événement, mais ensuite, si on fait ça tous les jours sur des milliers de titres pendant des milliers de jours, donc on peut avoir des millions de points, et là on peut faire des statistiques, on peut voir que ces fluctuations normales des cours, elles se moyennent à zéro, et on peut extraire notre impact, c'est-à-dire de combien le prix a bougé en fonction de ce qu'on a acheté. Donc ça, par exemple, c'est une courbe qui montre, en fonction de la quantité, donc la quantité augmente sur l'axe des X, par là, donc de plus en plus de quantité, et là c'est la hausse des prix, et pour deux types d'instruments financiers, des futurs, les rouges et les bleus, c'est essentiellement la même chose. Et donc là, les courbes rouges et bleues, c'est des données réelles basées sur nos transactions. Et les deux lignes, c'est la ligne de droite, c'est les modèles qu'utilisaient les économistes jusqu'à récemment, qui disaient que cette hausse de prix devait être linéaire, devait être proportionnelle à la quantité. Or, en pratique, c'est plutôt parallèle à la ligne noire, qui est une racine. Donc déjà une de nos recherches était de montrer empiriquement que cette loi, elle est très stable, elle s'applique à plein d'actifs différents. Et ensuite, maintenant qu'on a une loi qu'on arrive à démontrer partout dans les données, comment on l'explique microscopiquement, pourquoi les modèles simples d'économistes ne fonctionnent pas sur ces données-là. Voilà. Et le dernier sujet, c'est un sujet que moi, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est le sujet du contrôle de risque et la théorie du portefeuille, c'est-à-dire comment mesurer le risque sur des portefeuilles. Donc, pensez plutôt au marché actions. Si j'achète un portefeuille d'actions, je peux avoir 100, 500, 1000 titres dans un portefeuille d'actions. Comment mesurer le risque sur 1000 titres et comment ensuite optimiser mon portefeuille. Donc c'est le sujet de la dernière partie de mon exposé. Donc voilà. Donc je commence par la théorie de Markowitz, qui est donc Markowitz est un économiste qui dans les années 50 a posé un problème tout simple et il dit voilà, je veux acheter des actions, je veux créer un portefeuille. Donc un portefeuille d'actions, ça veut dire quoi? C'est pour chaque titre, pour Total, Sanofi, BNP, combien j'en achète? Est-ce que j'en achète disons que j'ai un portefeuille de 100 millions d'euros, est-ce que j'achète pour 500 000 de tel titre, ou plutôt pour 800 000 donc quelle est la quantité que j'achète de chaque titre, et il a eu le prix Nobel pour avoir bien posé le problème en disant ce qui intéresse l'investisseur, c'est de maximiser son gain
pour un budget de risque. Il ne veut pas prendre un risque illimité. Donc, on va déjà définir ce que c'est que le risque et on va essayer de limiter le risque et essayer de maximiser le gain à risque fixé. Donc, ça, c'est la théorie de Markowitz. Et un des ingrédients principaux de cette théorie, pour mesurer le risque sur un portefeuille, il dit qu'il faut regarder la variance du portefeuille. Et la variance du portefeuille, ça se mesure avec une matrice. Donc c'est peut-être le point le plus technique de mon exposé. Qu'est-ce que c'est que cette matrice de corrélation? Donc c'est une matrice, c'est-à-dire que pour chaque paire d'actifs, j'ai une entrée. Donc c'est un objet à deux dimensions où j'ai en colonne tous mes actifs et en ligne tous mes actifs à nouveau. Et qu'est-ce que ça dit? C'est un nombre entre moins 1 et 1, la corrélation, qui vaut 1 si les deux choses font exactement la même chose tout le temps, tous les jours. Par exemple, Total et lui-même, l'action totale est 100% corrélée, c'est-à-dire une corrélation de 1 avec l'action totale, puisque c'est la même chose. Mais par exemple, deux titres différents, comme Total et Sanofi, vont bouger dans les marchés. Parfois, il y en a un qui va monter, parfois, il y en a un qui va descendre. Mais ils ont plutôt tendance à bouger en commun. Donc, ils ont une corrélation qui est positive, qui est plus grande que 0. Et là, sur des données, là, j'ai mis des chiffres au hasard, mais typiquement, si on mesure cette relation sur des rendements, sur certaines données, on va obtenir un nombre qui pourrait être, par exemple, de 0,25. Il veut dire que sur la période qu'on a regardée, il y a une corrélation, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt tendance à bouger ensemble, mais pas parfaitement synchronisés. La corrélation n'est pas de 1, mais elle est supérieure à 0. Voilà. Donc on peut mesurer pour chaque paire d'actifs ce coefficient, la Total Sanofi 0,25, Total BNP 0,32 ou Sanofi BNP 0,29. Donc on a des coefficients comme ça pour chaque paire d'actifs. Donc si j'ai 500 actifs, j'ai une matrice qui est 500 par 500. Bon, il n'y a que la moitié des entrées qui sont... La moitié du bas est par construction la même que la moitié du haut, mais j'ai mon ordre de grandeur, c'est 500 par 500 nombres que je dois calculer sur les données. Donc cette matrice, c'est cette matrice qu'on a étudiée, enfin, ça fait presque 20 ans que chez SEM, on étudie cette matrice, ses propriétés, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, cette théorie de Markowitz, elle est très belle sur papier, donc il a eu le prix Nobel, c'est magnifique, mais en fait, en pratique, quand on commence à l'utiliser, elle ne marche pas du tout. Et pourquoi une théorie qui est très belle sur papier ne fonctionne pas du tout en pratique? C'est une question quand même qui était assez importante dans les années 90, où finalement on commençait vraiment à avoir des ordinateurs et des données, et on commençait à pouvoir faire des expériences numériques assez importantes. Donc nous, venant de la physique statistique, où on a des problèmes des ordonnées, de verre, où il est parfois très difficile de trouver des solutions, on s'est dit, c'est probablement un problème d'instabilité numérique. Ce que ça veut dire, c'est que, imaginez que vous devez trouver le maximum de cette surface. Et vous avez un programme informatique numérique. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va probablement se balader ici et il va tomber sur un des sommets, celui-là ou celui-là. Et selon les caractéristiques du problème, à chaque fois qu'on va faire tourner l'algorithme, il peut tomber sur un sommet différent. Et il va avoir beaucoup de mal à trouver le sommet le plus haut de tout ça. Donc on pensait que c'était un problème comme ça, c'est un problème de complexité, un très grand nombre de quasi-solutions. Or, il se trouve que c'est faux. Notre hypothèse était fausse, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas important. Enfin, c'est-à-dire qu'on a pu faire de la recherche intéressante en partant d'une hypothèse fausse. On a voulu tester une hypothèse et le fait que notre hypothèse était fausse nous a quand même amené à faire des découvertes assez intéressantes. Donc, pour tester notre hypothèse, on a dû étudier les données. Donc c'était ça qui était, surtout dans les années 90, encore une fois, la finance ne se faisait pas avec les données, c'était tout nouveau de prendre des données massives et déjà de les calculer par ordinateur. Donc il y a une certaine transformation qu'on peut faire sur ces matrices, et on appelle ça des valeurs propres, c'est pas tellement important. On a fait l'histogramme des valeurs propres. Encore une fois, ce que veut dire ce graphique, c'est pas très important, mais simplement qu'il a une tête assez particulière. Donc on a fait ce graphique en analysant les données. Et on s'est dit, tiens, c'est étonnant, c'est une forme qui est assez caractéristique. Qu'est-ce que c'est que cette forme? D'où elle vient?
Et là, moi, on était très peu nombreux. Moi, j'étais déjà le chef d'une toute petite équipe et on avait des problèmes très concrets à résoudre aussi. Et je n'avais pas encore compris à quel point c'est important la recherche fondamentale. Et j'avais dit à mes équipes, là, je pars en vacances, surtout, vous ne travaillez pas sur ces trucs fondamentaux, il faut vraiment vous bosser sur les trucs très concrets qu'on doit faire pour nos clients. Évidemment, dès que le chef est parti en vacances, les chercheurs ils sont venus à leur naturel, faire de la recherche académique, ils se sont mis à étudier cette courbe bleue qu'ils trouvaient fascinante. Qu'est-ce que c'est que cette courbe, d'où elle vient, etc. Et donc, ils ont trouvé, en lisant les papiers, que, en fait, cette courbe bleue, elle était très bien fitée par la courbe verte, qui était une théorie mathématique de messieurs Marchenko et Pastour, qui avait été faite dans les années 67 de façon purement théorique, sans jamais regarder de données. Donc, c'était qu'est-ce qui se passe pour les très très grandes matrices. Et quand je suis rentré de vacances, ils m'ont montré cette courbe. Eux, ils pensaient, c'est là où moi j'ai contribué quelque chose au projet, parce qu'à part dire qu'il ne fallait pas travailler là-dessus, c'est pas très glorieux comme contribution, mais ils avaient l'interprétation inverse, ils avaient dit, la théorie de Marchenko-Pastour, la ligne verte, décrit très très bien les données. Mais en fait, ce qu'elle décrit, c'est du bruit. Donc c'est le bruit dans les données. Donc on a compris que en fait, la courbe verte nous dit que la grande majorité des données, quasiment tout ce que vous voyez sur cette courbe, c'est du bruit, ça ne veut rien dire, et surtout, c'est pas stable. Ce bruit que j'ai mesuré dans le passé, dans le futur, il y aura du bruit aussi, mais ce ne sera pas le même bruit. Et si je base ma décision sur le gros ensemble de valeurs qui sont en dessous de 2, par exemple, je vais obtenir n'importe quoi. Et c'est là le problème de la théorie de Markowitz, c'est qu'appliquer tel quel sur les données, en fait, ça correspond à utiliser toutes les données dans la courbe verte, qui est 100% du bruit. Et donc, si on base une décision sur du bruit, on obtient n'importe quoi, et ça ne marche pas du tout dans le futur, sur la période d'après. Donc, on a publié ces résultats dans une revue physique qui est très prestigieuse, qui s'appelle Physical Review Letters. Cet article, aujourd'hui, a plus de 1000 citations, ce qui est énorme. Et je pense parce qu'on est les premiers, en fait, cette théorie de 67, ce n'est pas nous qui l'avons inventée, mais on était les premiers à prendre des ordinateurs, à prendre des grandes matrices 500 par 500, et à voir que dans les données réelles, ce genre de phénomène se produisait. Maintenant, c'est très utilisé. Tous les gens qui font des big data, qui font de façon sérieuse, beaucoup en biologie, par exemple. Je suis allé à une conférence récemment où il y avait des gens qui s'intéressaient à comment les protéines se combinent sur l'ADN des populations. Ils ont des matrices énormes, et dans ces matrices énormes, il y a beaucoup de bruit, et ce bruit est très souvent décrit par cette courbe verte. Voilà. Donc, et nous, en fait, en pratique, on avait une solution très simple, c'est de dire, si tout ça c'est du bruit, on n'a pas de théorie, mais on se dit, bon, ça ressemble à du signal, et ça c'est du bruit, donc on garde ça, on jette tout ça à la poubelle, et on utilise la théorie de Markowitz qu'avec cette partie-là du graphe, et là, ça s'est mis à marcher. Donc, on a réussi à faire fonctionner pour nos besoins à nous. On avait vraiment besoin de trouver des portefeuilles qui maximisent le gain à risque fixé pour nos clients. Et donc, on a de façon ad hoc proposé un nettoyage qui a eu un impact réel industriel qu'on applique, qui est encore appliqué aujourd'hui dans nos algorithmes. Ça, c'est de la recherche qu'on a fait, comme je disais, vers 98-99. Et c'est resté à peu près comme ça. Ce sujet-là n'a pas trop bougé pendant à peu près 10 ans. On a travaillé sur plein d'autres sujets entre-temps, mais ce sujet est revenu parce que, donc, voilà, comme je disais, cet article a été très... voilà. Cet article a été eu beaucoup de conséquences. Et donc, on était invité régulièrement à des conférences. Et en 2013, j'étais invité à l'Institute for Advanced Studies pour parler encore de mes résultats. Mais là, c'était des résultats qui commençaient à avoir 14 ans. Et je me suis dit, là, il faut vraiment faire autre chose. Donc là, malheureusement, j'ai pris un peu trop de temps dans mon séminaire, donc je vais devoir accélérer un petit peu. Et donc, on a embauché un stagiaire qui est devenu un thésard pour avancer sur cette théorie. Et là aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que le moment où vraiment on a le plus avancé, c'est le moment où on a décidé d'embaucher un stagiaire et on a écrit un sujet. Et juste le fait d'écrire quel est le problème qu'on veut résoudre, ça donne déjà... et c'est ça, que je trouve la beauté de la recherche académique, c'est que parfois dans la recherche industrielle,
on ne pense pas assez à dire mais quel est exactement le problème que j'essaie de résoudre. Et voilà, juste écrire un sujet de master pour ça nous a fait vraiment beaucoup avancer. Donc je vais aller un peu plus vite. Et malheureusement, ou heureusement, ce problème, en fait, on s'est rendu compte qu'il avait déjà été résolu juste un an auparavant. Donc le problème était mûr pour être résolu. D'un point de vue industriel, c'est génial que le problème soit déjà résolu. Pour un chercheur académique ou pour un thésard, c'est toujours un peu frustrant de dire le projet sur lequel je travaille, en fait, quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Mais bon, le fait que c'était déjà été résolu nous a quand même permis d'étendre leur solution, on a quand même le fait qu'on a fait de la recherche très concrète, de faire des implémentations utiles. Et qu'est-ce que ça donnait finalement ça donnait, on a écrit plusieurs articles sur le sujet, un grand article de revue. Et là aussi, je vais finir là-dessus, c'est que l'impact. Donc là, c'était un problème très, très précis. On voulait améliorer le risque, le calcul du risque, l'optimisation du risque sur certains portefeuilles. On a fait la théorie exacte, on a posé le problème, puis finalement on a utilisé la solution de quelqu'un d'autre. Et finalement, l'amélioration du risque, elle se joue à la 3e ou à la 4e décimale, et finalement, elle n'a aucun impact sur ce qu'on voulait faire. Donc, on peut dire que c'est un échec, finalement. On a fait toute cette belle théorie, mais finalement, on arrive juste à améliorer à la 4e décimale ce qu'on voulait faire, ce qui ne nous intéresse pas tellement. Par contre, le fait d'avoir fait cette théorie, d'avoir compris l'article des gens qui l'ont résolu et de l'avoir étendu, nous a fait vraiment penser aux données d'une façon complètement différente, et c'est un impact réel sur notre recherche industrielle, qui est une partie de notre recherche dont je ne vous ai pas parlé, qui est toute la prévision, comment on prévoit quel titre va monter, quel titre va baisser. Et pour ça, on a besoin d'analyser les données et de les analyser de façon fine. Et le fait d'avoir changé la façon dont on pense à ces problèmes a fait des gros impacts. Donc, depuis un an ou deux, on a beaucoup de nouveaux résultats en interne, propriétaires, industriels, et c'est cette recherche qui a finalement été un échec au sens où elle n'a rien amélioré sur ce qu'on voulait améliorer, mais a changé notre façon de penser et a eu des gros impacts ailleurs. Et sur ce, je voudrais arrêter maintenant. Merci. Merci.